Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres. Du nouveau pour les Jeux du Pacifique 2027, la natation n'aura finalement pas lieu à Tiperui. Le pays fait machine arrière et choisit finalement le site d'Aorei. Après discussion avec le Conseil des Jeux du Pacifique, c'est un nouveau bassin de 50 mètres qui doit voir le jour. La toute nouvelle ministre des Sports, Vanina Pommier, sera notre invitée ce soir pour en parler. S'accepter et se faire accepter au Fénois. Après 3 suicides tragiquement recensés ces derniers mois au sein de la communauté LGBTQIA+, autorités bénévoles et communautés religieuses s'unissent pour offrir une écoute et briser les tabous en cette journée de la diversité. Et puis nous irons au Tuamotu partager le quotidien des écoliers de Maniri. Entre caprices de la météo, courant fort et bateaux limités en capacité, le trajet vers les bancs de l'école est un combat de chaque instant pour toute la communauté de l'atoll. Quel visage auront nos Jeux du Pacifique en 2027 ? Pendant une semaine, les dirigeants du Pacific Games Council ont passé au crible l'avancement des chantiers au Fénois. Au cœur des discussions, le dossier brûlant de la natation et une nouvelle solution. Nous en parlerons avec la toute nouvelle ministre des Sports, Vanina Pommier. Mais d'abord, voyez ce reportage d'Oriano Tefau, Heiroa Tuahu et Mike Leral. Impossibilité de livrer les 2 bassins amovibles. Dès l'ouverture de la conférence de presse, le sujet tombe, la natation. Exit la solution contestée d'utiliser le bassin de Tiperui. À la place, le pays confirme désormais un choix recentré, un bassin unique de 50 mètres aux normes olympiques installé sur le stade d'Aorei, là où devait justement prendre forme le complexe aquatique. La piscine de 25 mètres située à Pater servira de bassin d'entraînement pour ces Jeux. Une décision qui marque un recentrage du projet après plusieurs ajustements budgétaires et techniques et qui relance aussi le calendrier à un peu plus d'1 an des Jeux. C'est des structures qui ne sont pas temporaires, ce sont des structures qui sont faites pour durer mais qui sont déplaçables si besoin est. Là, on va recontacter les entreprises pour leur indiquer que c'est une installation permanente qu'on leur demande. Donc c'est un kit qui sera livré, qui sera installé de manière permanente à Aorei. Malgré tout, relancer un appel d'offres puisque le précédent appel d'offres a été déclaré infructueux. Donc le processus administratif, c'est 3 mois pour un appel d'offres. Ensuite, dès lors que la société lauréate est notifiée, il lui faut 2 mois pour construire ce bassin de 50 mètres et puis les équipements qui vont avec. Il faut 2 mois à peu près de livraison par bateau et il faut 2 mois d'installation, donc ça fait un total de 9 mois. Ça, c'est, on va dire, le cas normal. Au total, en fait, en réalité, 13 mois pour faire cette installation. Donc on estime que là, on peut être serein et que voilà, les choses devraient fonctionner. Le Pacific Game Council valide cette nouvelle orientation tout en rappelant l'exigence de livrer des équipements conformes aux standards internationaux dans les délais. Oui, je reste confiant. Nous pouvons livrer les infrastructures dans les délais. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement et les entreprises en charge des chantiers. Nous avons déjà connu ce type de situation lors d'autres Jeux et nous restons convaincus que les équipements pourront être prêts à temps. Sur le reste des infrastructures, plusieurs chantiers avancent, mais certains accusent encore du retard. Le PGC estime néanmoins que Tieti dispose encore d'une marge pour rattraper le calendrier. Avec mon directeur, nous reviendrons avant Noël pour vérifier l'avancement des travaux. Nous ne voulons pas que Tahiti ne soit pas prête au moment des Jeux. Nous allons donc maintenir la pression pour nous assurer que les infrastructures soient livrées dans les délais. Ils peuvent encore rattraper le retard. Il reste du temps. Dans le monde sportif, ce nouveau scénario est accueilli avec prudence mais soulagement, notamment en natation, discipline centrale du programme. Mais le résultat aujourd'hui est là, donc il y a un bassin, tant mieux, mais on a perdu énormément de temps. Je pense que techniquement, même tous les activités du marché étaient prêts, tout le monde était prêt. Donc aujourd'hui, voilà, on a une nouvelle option.
avec un terrain qui n'a pas fait l'objet d'études. Donc il y a tout ce processus à relancer. Je fais confiance aux membres du pays pour lancer les études, déroger un peu aux règles des marchés pour qu'on puisse passer les commandes. À 14 mois des Jeux, Tahiti entre dans une phase décisive. Les annonces sont posées, mais désormais, ce sont les chantiers qui diront si le Fénois est réellement dans les temps. Et pour en parler ce soir, nous recevons Vanina Pommier, la ministre des Sports. Madame la ministre Yaorana, on vient de l'entendre dans ce reportage, le président Muay Thai Broderson affirme que malgré ce énième changement de cap, le rétroplanning reste tenable, mais concrètement relancer un appel d'offres aujourd'hui à seulement 14 mois de l'échéance, est-ce que ce n'est pas jouer avec le feu ? Yorana, tous les téléspectateurs. Tout d'abord, on part sur un tout nouveau projet. Donc, le projet précédent, avec tous les risques qu'il comprenait, a dû être arrêté pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Beaucoup trop de risques liés à ça. Aujourd'hui, grâce à la venue du Pacific Games Council, grâce aux différentes discussions qu'on a pu avoir avec les différents acteurs, les différents partenaires que nous avons, on a réussi à trouver un terrain d'entente sur une option qui est viable et qui, à première vue, reste tenable et acceptable au vu de tous les enjeux. Les risques restent les mêmes, nos contraintes restent les mêmes. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir simplement livrer ce qui est nécessaire à la tenue de la compétition des épreuves de natation. Donc on a été clair avec le PGC et les différentes discussions que nous avons eues. On parle d'un bassin de 50 mètres de 10 couloirs homologués pour justement enregistrer tous les records. Donc le planning est encore à définir. Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre à aujourd'hui parce qu'on est sur un projet beaucoup plus simplifié comparé au précédent. Donc on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Mais est-ce que les entreprises locales sont capables de monter ce bassin olympique à Aurei dans un délai aussi serré ? Alors le bassin, le montage du bassin, c'est vraiment une entreprise spécialisée. C'est l'entreprise qui a été utilisée pour les Jeux Olympiques. C'est une entreprise qui est reconnue dans le monde de la natation au niveau international. Donc en termes de savoir-faire, tout le monde a toute confiance en elle. C'est pour ça qu'on est vraiment confiant sur cette partie-là. Donc l'idée, c'est eux, ils construisent le bassin, ils viennent et ils le montent sur la partie bassin uniquement, au vu des critères très réglementaires, des aspects techniques pour les épreuves de compétition. C'est très important. Et au niveau de ce qui sera autour, étant donné qu'on a vraiment réduit le projet au minimum pour le bassin, on est confiant sur cette partie-là également. Et ce sera les entreprises locales à ce moment-là. Exactement. D'accord. Alors, le 23 avril, votre prédécesseur avait surpris tout le monde. Il déclarait que la natation aurait lieu à Tiperui, une option que vous aviez qualifiée d'irréversible il y a quelques jours. Et pourtant, ce sera à Aurei. Le PGC a été très ferme sur ce point ? C'est surtout des échanges qu'on n'avait pas encore eus. Donc l'idée, c'était évidemment que le projet précédent n'était plus viable. Et c'est la raison pour laquelle on a dû arrêter ce projet-là. Après, je pense que l'objectif, c'est vraiment de faire ce qu'il y a le mieux pour nos athlètes. Et donc, de se voir tous ensemble et de se mettre autour d'une table, c'est ce que ça a permis. On a réussi à juste trouver le juste équilibre entre ce que les athlètes ont besoin pour performer et ce que le pays est en capacité de produire. Donc, je pense surtout que les échanges ont été plus que bénéfiques pour le mouvement sportif et spécialement pour la natation. Justement, vous parlez des athlètes et de la natation. Dans le reportage, le président de la Fédération de natation, Michel Sommers, dit clairement « On a perdu du temps avec les changements de projet ». Vous êtes d'accord au fond avec ce sentiment ? On a perdu du temps parce que je pense qu'il nous manquait du dialogue, ce qu'on a réussi à rétablir aujourd'hui. On a réussi aussi à simplement s'accorder avec le Conseil des Jeux du Pacifique, le comité organisateur et le mouvement sportif sur les jeux qu'on veut et les jeux qu'on est en capacité de produire. Donc on veut des jeux qui représentent la Polynésie française, ce qu'on est en capacité de faire, mais surtout des jeux qui sont soutenables pour le pays et viables. Et c'est ce que je retiens surtout de cette visite, c'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On va avoir des jeux en 2027, mais des jeux qui sont soutenables pour tout le monde et qui répondent aux exigences de tout le monde. Alors, nos nageurs visent jusqu'à 10 médailles d'or à domicile.
Les conditions sont-elles aujourd'hui réunies pour y parvenir? Je pense que leurs dernières compétitions et les derniers résultats parlent d'eux-mêmes. On a un comité olympique qui suit vraiment les nageurs. On a une fédération tahitienne de natation qui fait un boulot remarquable sur cette partie-là. Donc sur la préparation des athlètes, j'ai aucun doute sur ça. Nous, on va faire en sorte qu'ils puissent performer pour les Jeux du Pacifique dans des bassins qui le permettent. Le président du PGC se montre diplomate et confiant, il le dit dans le reportage, mais on se doute que les instances internationales mettent la pression en coulisses. Est-ce que le PGC vous a fixé une date limite absolue pour le premier coup de pioche à Aurei? Pas du tout. La limite qu'on a, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique, donc le 24 juillet. Il faut que toutes les infrastructures accueillant des compétitions pour les épreuves de compétition soient prêtes. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fera et c'est ce qui sera livré pour les Jeux du Pacifique. Alors, le terrain de Aurei n'appartient pas au pays, mais à l'Église. Avez-vous un accord certain de pouvoir jouir du foncier? Les discussions que nous avons eues jusque-là ont toujours été des discussions favorables aux différents projets. Donc, le projet précédent, c'était le lieu identifié pour repositionner le bassin de 50 mètres. Donc, on est confiant sur la continuité de ça, mais c'est évidemment des discussions qu'on doit reprendre. Alors, on va parler de financement maintenant. Est-ce que tout est OK de ce côté-là? Est-ce que l'État sera toujours aux côtés du pays? Hier soir, en tout cas, en réunion avec l'État, le PGC et le mouvement sportif, l'État nous a confirmé son soutien. Donc on reste dans l'optique de pouvoir travailler ensemble sur ces bassins, comme on fait énormément sur d'autres projets liés aux Jeux du Pacifique. Alors, un mot de boxe, enfin. Le PGC reconnaît les fédérations de boxe affiliées à la Fédération internationale, donc la World Boxing, dont celle d'Ismaël Tahiata. Or, le pays a accordé la délégation de service public à la Fédération de Tahiti Nena, la Polynesian Boxing Association. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire marche arrière et reconsidérer cette DSP? Encore une fois, une délégation de service public, ce n'est pas un contrat qu'on passe avec une fédération uniquement avec l'objectif des Jeux du Pacifique, même si pour le mouvement sportif, ça reste un rendez-vous incontournable et très important. Une délégation de service public, c'est beaucoup plus et c'est un contrat qu'une fédération et le pays concluent ensemble pour jusqu'à 2032. Donc on ne va pas revenir en arrière parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de structurer le mouvement et la discipline. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des fédérations locales, il faut qu'on se mette à travailler pour que nos athlètes, et c'est ça le plus important, nos athlètes polynésiens puissent être représentés pour les Jeux du Pacifique en 2027. Merci, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Promouvoir l'inclusion et respecter les différences, c'est tout l'enjeu de la journée de la diversité célébrée ce samedi par l'association Cousins-Cousines à Papeete. Après 3 suicides ces derniers mois, bénévoles et autorités s'unissent pour soutenir la communauté LGBTQIA+, et accompagner une jeunesse en quête de repères. Laure Philibert. S'accepter et se faire accepter, un combat parfois compliqué pour les membres de la communauté transgenre ou homosexuelle. Ce centre communautaire qui regroupe plusieurs associations propose une écoute et des conseils. Des personnes qui ont mal au cœur, quand on se moque de eux, il ne faut pas faire attention, il faut juste faire attention en soi. Je suis en accord avec moi et je suis vraiment bien dans mon corps parce que je me bats, je me défends et puis voilà, et c'est pas que pour moi, c'est pour toute la communauté LGBT que je me bats. Donc c'est la journée du 17 mai, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et le slogan de cette année, c'est au cœur de la démocratie. Donc le message, c'est une société inclusive. On est aussi très heureux que la ville de Papeete ait hissé le pavillon arc-en-ciel et demain, ça sera au tour de la présidence et de la vice-présidence. Même les communautés religieuses se veulent plus ouvertes sur la place qu'elles souhaitent accorder aux différentes identités. L'Église est plus inclusive au niveau mondial et pourquoi pas ici aussi en Polynésie. Donc en 2023, nous avons adopté ces 2 sacrements pour que les personnes du même sexe puissent adhérer aussi à ce sacrement, le sacrement du mariage et aussi l'ordination.
Sur sa ligne de crise, l'association SOS Suicide reçoit en moyenne un appel par jour de l'un des membres de la communauté LGBTQIA+, et 3 suicides ont été recensés au cours des derniers mois. Une situation qui doit faire réfléchir l'ensemble de la société. Et tous les ans, on déplore des suicides. Là, il y a 2 ans, on a eu un adolescent de 13 ans, un autre de 14 et un autre de 17 ans qui sont aujourd'hui 2 mètres sous terre, et c'est triste. Avoir un centre communautaire avec des personnes qui sont là pour écouter, pour orienter, pour discuter et pour tout ça, c'est important. Cousin, cousine qui nous évoquent des situations de souffrance énormes parmi nos plus jeunes, on va dire. Donc un public jeune qui est touché, de la discrimination bien sûr, de l'intolérance. Alors on me dit la tolérance n'est plus un mot sur lequel on devrait revenir, mais je pense qu'on a encore du mal à tolérer le genre en tout cas. Et il en va de la responsabilité effectivement de chacun de soutenir cette cause. Pour clôturer cette journée, un grand concert est prévu place Valleyté. Au programme, 11 groupes vont célébrer les différences de 18 à 22 heures. C'est une reconnaissance historique pour une vieille demeure coloniale de la côte Est. À Aroué, la Saintonge est désormais officiellement classée comme monument historique de la Polynésie. Construite en 1892 et rachetée par la commune en 1978, la mairie attendait ce statut depuis des années pour garantir sa sauvegarde. Les commentaires de ce sujet sont signés Rarahu Mahacheong. La commune de Aroué va désormais pouvoir lancer la restauration de la Saintonge grâce au soutien du pays et de l'État. Pour la Tavana, le classement de la mairie par le gouvernement en tant que monument historique est une nouvelle majeure, un dénouement attendu de longue date qui clôt le débat sur le devenir du bâtiment. Enfin, on pourra parler de cette rénovation de cette Saintonge tant attendue par tous. D'autant plus, il est vrai que Aroué est une ville de la royauté et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a toute une histoire là-dessus, il y a des monuments là-dessus. Mais la Saintonge pourrait aussi être quelque chose qui attirera nos touristes, nos visiteurs. Et je sais que pour avoir côtoyé beaucoup de personnes sur Aroué, ils m'ont dit, Tavana, on a grandi avec, on s'est marié dans cette Saintonge. Voilà, ça serait bien qu'on la garde. Après, on a su que c'était une mairie et qu'il y avait des gens qui se mariaient dedans, qu'il y avait vraiment des beaux souvenirs, des belles personnes qui restaient ici. Et des fois, quand on restait dans le jardin, il y avait des mariages et des cérémonies. On a eu l'occasion de voir ça quand on était plus jeunes. Aujourd'hui, les jeunes plus tard de demain, si la reconstruction est faite à l'identique, ça pourra faire des souvenirs, des beaux souvenirs pour la génération de plus tard. Et peut-être moi, plus tard, avec mes enfants, je reviendrai ici aussi. Une satisfaction aussi pour l'ancien conseiller municipal Léo Marais, engagé dans la mobilisation pour préserver ce bâtiment, qui y voit également un autre projet dans l'intérêt des jeunes de la commune. Et mettre en place pour une dizaine de jeunes, je donne un chiffre comme ça, mais qu'une dizaine de jeunes puissent travailler sur la menuiserie, la charpente, la restauration, les finitions. Et du coup, il y a plusieurs corps de métier qui interviennent. Et là, on a la possibilité d'appuyer, d'accompagner des jeunes sur une formation et un futur job par la suite. La commune réfléchit désormais à la future utilisation du site entre lieu culturel et salle des mariages, un bâtiment chargé d'histoire qui devrait donc retrouver une seconde vie dans les prochaines années. Échappée belle à Raiatea, à la rencontre d'un tatoueur de l'île sacrée, un passionné de dessin et d'art moderne qui a su transformer son talent en un métier reconnu. Multi-récompensé, il vit aujourd'hui pleinement de sa passion. Portrait d'un artiste ancré dans le temps, Punua Toti et Hinatea Mari. Être élu, c'est bien plus qu'une fonction honorifique, c'est aussi une charge, avec des droits, des devoirs et des responsabilités que la loi encadre strictement. C'est tout l'objet de ces 2 journées de formation pilotées par des agents du SPCPF. En gros, c'est le rôle d'un conseil municipal, ses droits, ses devoirs, le fonctionnement au sein de ses services et son budget.
C'est pas une petite affaire parce qu'il y a plein de sujets qui concernent une commune. Ça peut être l'eau, l'électricité, voilà, tout ça, la voirie. La session s'est voulue interactive et ancrée dans la réalité du terrain. Les formatrices ont abordé des situations concrètes. La passation de marché, la signature de documents officiels, la gestion du personnel communal ou encore les règles de transparence financière. Des cas pratiques qui ont suscité de nombreuses questions de la part des participants, car si les textes existent, leur application au quotidien n'est jamais simple. C'est très important dans le cadre de l'exercice de nos fonctions de connaître notamment nos droits et nos obligations. Donc ces formations-là permettent justement de recadrer tout ça et de nous donner un bon cap et une nouvelle façon justement de mener à bien nos missions. Nombre d'entre eux reconnaissent avoir découvert des aspects de leur mandat qu'ils ne maîtrisaient pas encore totalement, une prise de conscience collective qui renforce la cohésion du conseil municipal autour d'une vision partagée de leurs responsabilités. Le SPCPF prévoit de poursuivre d'autres cycles de formation de ce type dans d'autres communes de la Polynésie. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. On reste à Raiatea et on va voir ce tatoueur de l'île sacrée qui est un passionné de dessin et d'art moderne. Portrait d'un artiste avec Punuatoti et Hinatea Mari. Lui, c'est Heyari, tatoueur depuis plus de 5 ans. Il s'est forgé un style bien à lui, un tatouage polynésien, moderne et précis. Ce matin, Heyari se lance dans un tatouage particulier, un dessin qui représentera la famille. Avant de sortir la machine, tout commence par le croquis, sans modèle, sans support, juste son inspiration. Après le croquis, Heyari commence le traçage du tatouage, un travail minutieux. Ici, le dessin est détaillé et complexe. Il n'a plus droit à l'erreur. Un seul geste peut modifier complètement la forme du tatouage. Je pense qu'on ne se rend pas compte parce qu'on aime dessiner. Mais c'est vrai que quand tu as des gens, par exemple, qui reviennent de loin et qu'il y a plein de tatoueurs partout dans le monde et qui reviennent te voir alors qu'ils sont à l'autre bout du monde, ça, ouais, ça peut être une fierté. Hein? Ce mois-ci, le calendrier de Heyari est presque complet. Certains de ses clients viennent même de métropole pour se faire tatouer ici, à Raiatea. Aujourd'hui, l'art du tatouage séduit de plus en plus, notamment les femmes en quête de nouvelles expériences, une histoire gravée à même la peau. Enfin, direction les Tuamotu pour partager le quotidien des écoliers de Manihi. Sur cet atoll, la rentrée chaque matin est un véritable défi logistique. Bus, bateaux et bénévoles s'unissent pour acheminer les enfants à bon port en composant constamment avec les caprices de la météo et les pièges du lagon. Découverte d'un dispositif vital pour l'île avec Mereteato. À Manihi, le trajet scolaire commence souvent avant le lever du jour. Mer agitée, courant fort, chien joueur ou bateau limité en capacité, ici, transporter les enfants est un défi quotidien. Elle est en CP. Ça varie la pluie, mais la mer, c'est à cause du courant. Ça se peut que le bateau ne peut pas accoster au petit quai. Sur terre, le bus prend le relais avec des chauffeurs habitués aux surprises du matin. Tôt le matin, il faut être réveillé pour initier les enfants. Tout à l'heure, c'est le chien qui vient simplement pour dire bonjour. Mais le transport, c'est aussi l'engagement de l'association Trapé Massa, qui accompagne les enfants à chaque traversée. On accompagne les élèves de l'autre côté jusqu'ici, jusqu'à l'école. C'est pour la sécurité européenne. 2 adultes pour la surveillance des enfants dans le bus jusqu'à l'école. Pour le retour aussi, c'est pareil. En fait, quand il pleut, si tu veux, chaque enfant, ils ont leurs imperméables qui a été donné par la mairie. Sur l'eau, Pétero doit s'adapter aux conditions du lagon. Par exemple, il y a des défaillants. Nous, on fait exactement là tout de suite. Hein. Et là, on prévient, oui. Et là, on prévient déjà les parents à l'avance. Comme on ne va pas venir pour récupérer. Ça arrive Pas souvent. Et ça, c'est tous les jours. Il faut être attentif. Et avec des embarcations limitées à une douzaine de passagers, les besoins dépassent parfois les capacités.
Une réalité que le maire de Manihi doit gérer au quotidien, alors que dans son rapport d'octobre 2024, la Cour des comptes notait déjà d'importants problèmes de trésorerie et de sécurité. Il faut bien un bateau pour transporter, voilà. La capacité, c'est de 12 passagers. Le futur groupe, on va dire, qui va arriver, c'est de pouvoir finir ce qu'on a déjà commencé là. Et naturellement, de voir les besoins urgents. Il faudrait amener pour cette jeunesse qui est là, pour gagner un peu de sous pour demain. Au village de Turipawa, le transport scolaire repose sur un effort collectif. Entre terre et lagon, chaque acteur contribue pour offrir aux enfants un trajet sûr chaque jour. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Vos programmes sur TNTV ce soir. Tout de suite, votre magazine de glisse Waves pour une rencontre exclusive avec Heivari Salmon. Retrouvez ensuite votre émission Face à Mabs. TNTV vous propose ensuite une soirée spéciale de divertissement en compagnie d'Éric Antoine et du retour de la roue de la fortune. Très belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.